Un an de patrouille de l'inspection générale des finances, les dossiers Commission électorale nationale indépendante, baisse de prix des billets en République démocratique du Congo, état des sièges décrété dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Mesdames, Messieurs, voilà quelques sujets donc qui seront abordés dans votre magazine Info 7, l'actualité de la semaine. Et pour en parler, nous recevons pour vous le docteur Rodrigue Mwamba. Il est porte-parole du centre, un regroupement politique cher à Germain Kambinga, que vous connaissez certainement. Bonjour. Bonjour Madame Kombaja. Comment se porte votre regroupement politique? En phase de régénération, tout simplement. C'est-à-dire? Ça veut dire que nous sommes en train de nous sommes déjà relevés de l'échec électoral 2018. Nous préparons les prochaines échéances. Malgré cet échec, vous vous êtes quand même retrouvé dans le gouvernement du mariage FCC Cash. Oui, exactement. C'était un échec par rapport aux élections législatives au niveau national. Mais nous avions quand même 5 députés provinciaux au Congo central. C'est ce qui nous a permis d'être dans le gouvernement. Ok, mais depuis un temps, on vous entend plus, on n'entend plus le centre, ni encore moins, si je peux me permettre de l'appeler comme ça, votre autorité morale, Germain Kambinga, il s'y repose? Après avoir pas du tout. Le rôle de Germain Kambinga en tant que président d'un mouvement politique aujourd'hui, après cette remise en question que nous avions faite après l'échec des élections en 2018, nous avons tiré des leçons. Et il est occupé aujourd'hui à mettre en musique les résolutions de notre remise en question, c'est-à-dire premièrement implanter ou bien renforcer la présence du centre au niveau du pays, parce que nous pensons nous avions fait 145 000 voix en 2018, 145 000 voix, qui n'était pas suffisant pour atteindre le seuil qui était fixé à 180 000 voix. Donc maintenant nous comprenons qu'il faut une meilleure assise au niveau national, donc nous sommes en train d'y travailler. Après, il est aussi dans la formation des jeunes dans la politique pour essayer de relever le débat politique qui, à notre avis... ça passe inaperçu, hein, parce qu'on n'en parle presque pas. On a l'impression que vous attendez 2023 pour revenir dans la scène. Pas du tout. Vous savez, une phase de préparation n'est pas bruyante. Vous savez, elle n'est pas bruyante. Et son rôle aujourd'hui, c'est aussi de contribuer au débat politique. Nous avions fait un appel par rapport à l'impasse qu'il y a sur la CENI. Je crois que nous en parlerons au cours de l'émission. Et ça, c'est aussi son rôle. Il propose par rapport à la bonne marche du pays, voilà, pour contribuer au débat politique dans le pays. Le centre, votre regroupement politique, est également membre de la plateforme Front commun pour le Congo. Vous êtes de quel côté? Parce qu'on a l'impression aujourd'hui qu'on a deux FCC. Non, nous sommes dans l'opposition. Le FCC est dans l'opposition. Il n'y en a pas deux. Ah, il y a FCC qui a basculé, l'autre FCC qui a resté. Non, il y a ceux qui ont quitté le FCC. En tout cas, il doit avoir le courage de l'assumer et partir pour la nébuleuse union sacrée. Et il y a le FCC qui est resté minorisé, bien sûr, mais qui est resté dans l'opposition. Comment ça se passe dans cette peau d'opposition? Est-ce que vous vous en sortez? On a l'impression que ça fait mal, hein? C'est difficile pour vous. Non, c'est le jeu démocratique. Je crois que c'est bon, même si dans notre cas c'est pas exactement ça, parce que nous avions été minorisés de la façon la plus rocambolesque possible. Ça n'était pas la volonté du peuple, mais devant la réalité. Ça n'est pas être la volonté du peuple. Écoutez, le FCC a été élu majoritairement en 2018, comme à l'Assemblée nationale. C'est ça, c'était ça la volonté du peuple. Ce qui s'est passé après, c'est tout, sauf la volonté du peuple. Pour certaines personnes, c'est la volonté de certains politiques. Bon, ils ont le droit. Mais ce que nous savons, c'est que le peuple congolais a élu Félix-Antoine Tshisekedi président de la République en 2018 et le FCC au Parlement, en majorité. Et comment ça se passe dans l'opposition? Non, écoutez, je pense que nous sommes des bien meilleurs opposants que nos prédécesseurs dans l'opposition. Parce que nous avons, nous, l'expérience du pouvoir. Nous connaissons, nous, ce que c'est que le poids des institutions. Donc nous ne sommes pas dans les excès, nous sommes dans une opposition républicaine qui propose, pas seulement critiquer, mais qui propose aussi les choses pour la bonne marche du pays. Est-ce que vous avez déjà proposé, parce que il paraît que vous êtes là que pour critiquer, nous le faisons chaque jour. Même lorsque c'est bien, non. Le FCC fait tout pour... bloquer selon certaines personnes. Non, mais en tant qu'opposant, qu'est-ce qu'on bloquerait?
Nous ne bloquons rien, nous proposons au contraire parce que nous pensons maintenant que... Parce que nous proposons ce que nous pensons être la volonté du peuple. Qu'est-ce que vous avez déjà proposé? Sur quel sujet par exemple? Je vous donnerai une réponse. Non mais parce que vous avez dit que vous avez déjà proposé, voilà, la population... C'est-à-dire que sur les différents... Dites quand même à la population, c'est que vous avez déjà proposé. Depuis le début, je crois que la dernière proposition que nous avons faite concerne le processus électoral. Par exemple, qui est caractérisé par une impasse dans la désignation des membres de la CENI. Nous pensons que pour le bien-être de la population et surtout pour que les élections futures se passent dans les meilleures conditions possibles et que les résultats soient opposables à tous, nous avons proposé un consensus plutôt qu'un passage en force de la majorité. Nous pensons que cela est nécessaire vu l'enjeu de transparence qui nous attend en 2023. On dirait que la seule question qui intéresse les politiques, c'est lorsqu'on parlait de processus électoral et non le social. On aimerait bien vous entendre également faire des propositions en ce qui concerne le social. Nous n'en manquons pas. Ah, là, ça doit venir, hein, l'avenir. Au cours de cette émission, je préfère... si vous voulez, je peux tout déballer maintenant. Hein, mais je crois qu'au cours de l'émission, vous avez annoncé, on parlera de la baisse des prix, etc. Nous parlerons de nos propositions. Vous avez suivi les nouvelles mesures sont tombées pour lutter contre la Covid-19. Il y a réouverture des bars, des terrasses et autres. Comment vous avez accueilli ces nouvelles mesures? Non, écoutez, vous savez, les mesures de la Covid-19 s'appuient essentiellement sur des conclusions des scientifiques. Donc je pense quand même que ça laisse peu de place à la politique. Même si, il faut le dire, qu'il y a quand même des considérations politiques, parce que finalement la réouverture des bars, etc., est une demande sociale de tous les tenanciers de ces bars parce qu'ils étaient en difficulté économique. Donc c'est quand même un point de soulagement pour eux. Mais du point de vue technique, nous pensons qu'avec la baisse, ou je vais dire, nous tendons vers la fin de la troisième vague de la pandémie à Covid-19, et donc c'était tout à fait logique que nous puissions, disons, lever certaines mesures restrictives. Mais je pense que de par le monde, tout le monde se concentre maintenant sur la vaccination. Parce que tout le monde veut le retour à la vie normale. Les gens en ont assez de toutes ces restrictions. Les gens en ont assez. L'économie en souffre. Eh bien, il faut plutôt aller vers la vaccination. Voilà la contribution du FCC. La contribution du FCC dans le magazine Info 7. Oui. Permettez-moi quand même de faire un pas en arrière parce que vous l'aviez évoqué tantôt. Vous avez dit que c'était une demande des tenanciers. Peut-on dire aujourd'hui que le régime en place a cédé à la pression de ces personnes? Je pense plutôt que c'est une tendance générale. Écoutez, partout dans le monde, ces restrictions, ces confinements à répétition ne sont plus supportés. Et d'autant plus que les chiffres, parce que c'est cela, l'évidence sur lesquelles nous nous basons, les chiffres de contamination sont en baisse, c'est tout à fait logique. Nous ne faisons pas de critiques pour critiquer, mais ça c'est scientifique. L'opposition républicaine. On ne peut pas, écoutez, c'est de la science. Moi, je suis médecin, on m'a enseigné la rigueur de la science. Je pense que je dois quand même rester dans cette logique-là. Après les considérations politiques, je dis, il y avait une véritable souffrance par rapport à tous ces tenanciers de bars, tous ces commerçants il y avait des difficultés à nouer les deux bouts du mois. Donc c'est tout à fait normal que lorsque le peuple souffre, le FCC puisse être content. Nous n'allons pas critiquer pour critiquer. Maintenant, nous pensons que le plus grand effort que le gouvernement doit faire, c'est la vaccination. Il faut absolument mettre tous les efforts. Et de ce côté-là, malheureusement, nous traînons encore le pas, parce que le monde entier a tourné les regards vers la vaccination, et nous, malheureusement, nous sommes encore en train de tergiverser. En RDC, certaines personnes ont déjà pris donc leur vaccin. Vous, en tant que personnel soignant, est-ce que vous avez déjà pris votre vaccin? Honnêtement, non. Qu'est-ce que vous attendez? D'abord, ces vaccins, ils sont pas très disponibles. Ça, c'est la première chose à faire. Mais il y a beaucoup de méfiance aussi autour de ces vaccins-là. Et pourtant, c'est la solution et l'unique solution qui jusque-là, par rapport à l'étude ou bien l'état de connaissance que nous avons sur cette maladie, parce que n'oublions pas que c'est une nouvelle maladie, le monde entier y est allé à tâtons, même les scientifiques les plus éminents, nous y sommes tous allés à tâtons, et en ce moment-ci, la solution
la plus consensuelle, où tout le monde se met d'accord que c'est la solution à la crise de Covid-19, c'est la vaccination, bien entendu. Mais nous avons besoin des assurances de nos autorités. C'est aux autorités de nous donner l'exemple de la vaccination. Le ministre de la Santé s'est fait vacciner. C'est un exemple, non? C'est une autorité. Exactement, cela ne suffit pas, mais cet exemple doit venir du plus haut niveau pour que les Congolais soient plus assurés. C'est quand même difficile de dire que la voix du ministre de la Santé puisse porter autant que celle du chef de l'État, autant que celle du président de l'Assemblée nationale, etc. C'est déjà bien, mais nous pensons qu'il faut que ça continue. D'ailleurs, moi je salue le président de la République qui n'était pas contre le principe de vaccination, mais simplement nous voulons que ce qu'il avait promis, c'est-à-dire les vaccins de qualité qu'il avait promis, puissent arriver très vite pour que le peuple puisse reprendre son cours de vie normal, parce qu'on en a assez de toutes ces mesures restrictives. Voilà, madame, monsieur, à présent, prenons le premier dossier de cette rétrospective de la semaine. On se retrouve juste après. La communication du président de la République a porté sur 3 points principaux, à savoir 1. Du décès d'un compatriote en Inde. Le président de la République a déploré la mort tragique d'un étudiant congolais en Inde. Il a invité le gouvernement à tirer la sonnette d'alarme pour que pareil incident, le deuxième du genre, ne se reproduise plus. Le président de la République invite la population au calme et à faire preuve de civisme face à cette situation. Tout acte de violence et de vandalisme à l'endroit des personnes et de biens de communautés indo-pakistanaises installées en République démocratique du Congo doit être condamné et stoppé immédiatement. Il a exhorté la population à garder à l'esprit qu'il est important d'éviter de répondre à la violence par la violence, à l'injustice par l'injustice, et de ne pas se laisser entraîner dans un cercle vicieux des violences. La justice doit passer par le droit et le respect des lois. Il a insisté sur le fait que la République démocratique du Congo doit rester une terre d'accueil pour tous et une terre d'asile pour ceux qui cherchent protection. Avec l'Inde, la République démocratique du Congo entretient une relation amicale de longue date et les deux peuples sont appelés à surmonter cette épreuve dans la dignité en respectant les valeurs humanistes fondamentales qui leur sont communes. Oui, la situation économique du pays est globalement stable. Les recettes sont sur une bonne voie, elles sont bonnes. Mais cependant, le Premier ministre et les membres du comité de conjoncture ont constaté que les recettes servent essentiellement aux dépenses de fonctionnement et aux dépenses courantes et très peu aux investissements. C'est ainsi qu'il a été proposé par le Premier ministre que au prochain Conseil des ministres, une proposition sera faite pour la réduction du train de vie du gouvernement, notamment par la baisse des salaires des ministres et la baisse des frais de fonctionnement. Il a été également constaté que le ministre de l'économie a signé l'arrêté concernant le trafic aérien avec une baisse entre 45 et 70% des prix des vols à l'intérieur du pays. Cependant, l'application a pris un peu de temps et le Premier ministre a instruit que cette application soit faite, les mesures soient prises pour que cette application soit faite en tenant compte des pratiques du secteur. Les discussions ont également tourné sur la question des produits surgelés, la baisse des prix des produits surgelés. Le Premier ministre a insisté pour qu'un panel des ministres membres du comité de conjoncture soit mis en place et que dans le plus bref délai, on puisse finaliser les contacts avec les importateurs de manière à ce que la baisse de prix soit effective conformément à ce qui avait été proposé par le ministre de l'économie. C'est à la suite de l'appel lancé par le directeur général ad intérim des Transco, Chifchi Pamba, après les débuts de la procédure du paiement des arriérés des salaires amorcée il y a peu, que les conducteurs de la Société des transports au Congo ont repris les trafics sur les rues de Kinshasa.
Tôt le matin de ce lundi, on pouvait apercevoir le bus Transco, notamment ceux affectés au transport scolaire et au transport en commun. Satisfaits de cette reprise, les usagers des bus Transco ont exprimé leur contentement. Les parents des élèves qui ont souscrit à un abonnement scolaire ont laissé entendre que durant 2 semaines, les enfants ont eu du mal à atteindre à leurs écoles. Du côté des travailleurs, ils reconnaissent tout de même que seule la reprise effective du trafic peut faciliter l'apurement des arriérés des salaires. Biso to bandi musala, selon ndenge to sololina gouvernement. Balobi na biso to banda musala moninga na kati ya bis to bandi musala mais mbongo nanu to zuite balobi na biso paye ezo banda lelo to respecter ndenge bango ba yebisi biso tozo tala soki lelo lobi tito comme na fin ya semaine so to zui mbongo te to kozonga na cage ya départ to zongisi susu ba bis na lupango mais dans un premier temps lelo Signalons par ailleurs que les agents de la Société des transports du Congo étaient en grève depuis le 26 juillet dernier. Ils exigeaient, entre autres, le paiement de 8 mois d'arriérés des salaires perçus déjà en partie grâce à l'implication personnelle du ministre des Transports aux voies des communications et des enclavements, Cherubin Okende. Docteur Rodrigue Mwamba, encore un Congolais tué en Inde. Est-ce que les Congolais vivant en RDC devraient réagir par la violence? Non, surtout pas. Nous ne pensons pas que la solution à la violence ou la réponse à la violence a toujours été la violence. Non, pas du tout. Parce que d'une manière ou d'une autre, lorsqu'il y a une violence, c'est qu'il y a un échec. Maintenant, nous pensons que ce n'est pas la première fois que cela arrive. Nos compatriotes qui vont en Inde, généralement pour des raisons d'études... Les Indiens sont sécurisés au Congo, mais les Congolais en Inde ne sont pas sécurisés. Exactement. Ce que nous demandons au gouvernement, justement, c'est une réponse ou des explications. Nous pensons qu'à la limite, l'ambassadeur de l'Inde, accrédité ici en République démocratique du Congo, devrait être convoqué. Parce que ça en fait de trop. C'est un énième Congolais qui a été tué en Inde, alors qu'ils partent généralement pour des raisons d'études. Les Indiens sont ici généralement pour des raisons de commerce et d'affaires. Nous ne pouvons pas les inquiéter ici physiquement, mais nous pensons que le gouvernement doit faire son travail, parce que nous pensons que le gouvernement qui doit nous protéger en haussant le ton contre l'Inde, contre les Indiens ou bien contre l'Inde, ne fait pas son travail comme il le faut. On nous prêche la paix, mais après, qu'est-ce qu'on fait pour que les Congolais qui sont là en Inde ne continuent pas de mourir? C'est ça la vraie question qu'il faut poser. J'ai même suivi à travers les réseaux sociaux les Congolais qui étaient visiblement très montés pour dire mais pourquoi, voilà, pourquoi l'ambassadeur de l'Inde n'est pas convoqué? Justement, c'est la moindre des choses. Ils ont même suggéré à ce qu'il soit revoqué, renvoyé. Non, pas revoqué, mais au moins convoqué, parce que c'est un énième crime contre la communauté congolaise. Vous n'êtes pas d'accord avec la révocation, hein? Non, écoutez, je pense que nous devons quand même suivre les démarches telles qu'elles doivent se dérouler. C'est la première étape, cette convocation. Après, il faut qu'on comprenne, il faut qu'on demande justice et réparation. C'est cela, au fait, ce que nous demandons au gouvernement. Mais qu'est-ce qui est fait jusque-là par le gouvernement de l'Union sacrée? Rien du tout. Il y a des démarches qui sont certainement je l'espère bien, d'être faites pour que justice soit faite. Un autre dossier, vous avez suivi à l'issue de la réunion du comité de conjoncture du gouvernement. Vous avez suivi, on a annoncé la baisse des prix des billets en République démocratique du Congo, mais également un consensus est en train d'être trouvé entre le gouvernement et ses partenaires en ce qui concerne le prix de surgelé. Comment trouvez-vous ces nouvelles décisions prises par le gouvernement de l'Union sacrée? Écoutez, je n'aimerais pas être un rabat-joie, parce que je pense que le peuple congolais qui souffre, le panier de la ménagère qui souffre, le peuple congolais n'a pas commencé à souffrir aujourd'hui, hein? A besoin, même lorsque le FCC est en train de gérer, le peuple congolais a également souffert. Parmi lesquels je me trouve, souffre, le panier de la ménagère souffre, donc les gens ont besoin de bonnes nouvelles. Mais simplement, ces bonnes nouvelles doivent être des vraies nouvelles et des bonnes idées, des vraies bonnes idées, pas des vraies fausses idées. C'est-à-dire quoi? Vous n'êtes pas d'accord avec ces nouvelles? Nous sommes plutôt dubitatifs, parce que de la tenabilité de ces mesures dans le temps.
Parce que s'il ne s'agissait que de signer un arrêté pour résoudre les problèmes du Congo, honnêtement, comme je vous l'ai dit, c'est très facile. On signerait des arrêtés, les ponts apparaîtraient, par exemple. Mais ce n'est pas le cas. Je pense que, encore une fois, nous sommes dans un domaine technique, de l'économie. Et l'économie a ses lois, auxquelles on ne peut pas déroger, même pas un ministre, même pas un arrêté. Tenez par exemple le cas de la baisse des prix des surgelés. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites là-dessus, notamment beaucoup de fraudes dans le chef des importateurs par exemple. Mais lorsque qui ont commencé depuis votre gestion. Qui continuent malheureusement. Donc ces fraudes. On essaie un peu d'arrêter. Hein. Excusez-moi, ces fraudes-là, n'est-ce pas, qui y ont été jusque-là annoncées, même si nous n'avons pas encore d'éléments probants sur eux, lorsqu'on prend juste des mesures en signant un arrêté, nous pensons qu'il y a quand même un risque de ne pas tenir dans le temps, n'est-ce pas, cette effectivité de la baisse des prix. Pourquoi? Parce que la réaction de ces importateurs, notamment, peut être de diminuer leurs importations. Ce qui fait directement, s'il vous plaît, la rareté des biens sur le marché et les prix vont, encore une fois, monter. Et la deuxième chose que nous reprochons au ministère de l'économie, c'est qu'il nous faut une véritable direction générale de contrôle des prix et des services, avec une véritable administration. Avec une véritable administration dotée de véritables moyens, au besoin une taxe. Pourquoi vous insistez sur le véritable? Véritable, pourquoi? Parce que ça n'existe que de nom, c'est un couloir au niveau du ministère de l'économie. Parce qu'après, il faudrait qu'il y ait des inspecteurs qui vont dans les marchés pour vérifier que les prix sont respectés. Parce que vous savez, les importateurs ici sont généralement aussi des détaillants, ce qui pose le problème de la pratique du commerce de détaillants pas par les étrangers. Ils sont importateurs mais détaillants. Ils peuvent vendre au gros au prix fixé par l'arrêté, mais lorsqu'ils vont dans les détails, les prix sont les mêmes qu'avant. Voyez-vous, est-ce que nous avons une administration qui suit partout, pas qu'à Kinshasa, à Katakokombe, parce que le Congo, c'est pas Kinshasa, le Congo, c'est tout, c'est 2 345 000 km² et près de 100 millions d'habitants. Donc, il nous faut une véritable administration pour ça. Qu'est-ce que nous proposons? Parce qu'il faut aller là. Nous disons qu'il ne suffit pas de signer un arrêté. Pour nous, la chose la plus importante, à l'immédiat, parce que c'est le centre, par ricochet, le FCC. Parce que oui, il faut soulager la misère du peuple. Nous, ce que nous disons, c'est qu'il faille mettre en place une société d'économie mixte, État et capitaux privés. Une société d'importation. Mais pourquoi lorsque vous étiez l'État lui-même, s'il vous plaît, aux affaires, vous n'avez pas pris cette proposition-là? Le centre n'a jamais occupé cette position-là. Non, mais le FCC... Oui, permettez-moi de continuer quand même cette idée, c'est important. Okay, où l'État lui-même va acheter là où ses importateurs achètent et vient vendre à ce prix dit juste. Et c'est ça qui va forcer les autres à suivre le rythme de l'État. Ce n'est pas en signant un arrêté. Mais après, c'est comme tout le monde sait, la loi de l'offre et de la demande, il faut que l'offre augmente pour que les prix baissent. Et donc, il faudra à long terme développer notre secteur de l'agroalimentaire, n'est-ce pas, pour que nous produisions nous-mêmes tous ces denrées alimentaires sur place. Mais ça, c'est à long terme. À court terme, nous proposons cette solution-là et nous disons, en plus de cela, il faut une véritable direction de contrôle de la concurrence et des prix. C'est à ce prix-là, seulement, que nous allons, pour le long terme, baisser les prix des denrées alimentaires. Sinon, on tire un rideau de fumée pour distraire le peuple ou bien pour faire de la propagande politique, mais ce n'est pas soutenable dans la durée. Par rapport au prix des billets, nous sommes dans la même logique, parce que même les mêmes... Vous proposez la même chose? Comment on appelle, les sociétés d'aviation eux-mêmes ont critiqué cette mesure, dans la mesure où, premièrement, leur première critique, c'est le prix unique qui est fixé pour tout le monde. Alors que nous savons que certains services peuvent être différents d'une compagnie à une autre. Donc, le plus adapté, c'était peut-être de fixer une échelle de prix avec un prix minimum et un prix maximum, et que certains, d'abord les voyageurs eux-mêmes, puissent apprécier quelle compagnie ils préféreraient. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que les prix baissent d'environ 42%. Donc une baisse de chiffre d'affaires de 42%. Entre-temps, nous sortons d'une période, ils sortent d'une période des restrictions de vols internes dues à la Covid-19 qui était très dure, avec des charges permanentes de maintenance qui étaient stables, qui ne bougeaient pas.
et on les oblige de baisser leur chiffre d'affaires de 42%. Entre-temps, les taxes qui vont être baissées ne représentent en réalité que 25% du billet, du prix du billet. Voyez-vous où est-ce qu'il y a le décalage? Donc nous redoutons, nous ne disons pas que c'est nous ne sommes pas des prophètes de malheur, mais nous redoutons justement que cette mesure-là puisse, premièrement, entraîner la suppression d'un certain nombre de lignes qui ne sont pas rentables pour la société. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il y aura les conséquences de cette mesure. Premièrement, il y aura suppression des lignes. La deuxième chose, c'est que la plupart ou certaines compagnies d'aviation louent des avions de qualité à des pays étrangers. Et donc, comme ils ne pourront plus assurer la location de ces appareils, nous craignons qu'il y ait le retour comment on appelle, des Antonov, qui ont de tristes mémoires, qui ont causé beaucoup de drames dans le pays. Et donc, à long terme, une faillite de notre secteur d'aviation. Donc, nous pensons qu'il y a quand même des décisions qui sont prises avec une volonté manifeste, mais lorsqu'elles ne sont pas bien prises, excusez-moi, ce n'est que de la propagande politique. Comment accueillez-vous alors cette décision de diminuer le train de vie des ministres du gouvernement? Nous espérons que ça a commencé avec le gouvernement Samadou Kondé. Pour un pays de 2 345 000 km², je pense que est-ce que nous donnons suffisamment à nos institutions les moyens de leur mission? Ça, c'est la première question. Si vous avez bénéficié lorsque vous étiez aux affaires? Non, nous disons qu'est-ce que les moyens qui sont attribués aux institutions sont à la hauteur de la mission. Maintenant, nous pensons que le travail qui est effectué, ou lorsque nous mettons en pourcentage ce que consomment les institutions et ce que consomme tout le monde, nous pensons que globalement, il faut diminuer le train de vie des institutions. Ça, c'est clair, notamment les salaires, etc. Mais après, le véritable problème, c'est le travail qui est effectué. Pas seulement par le ministre, mais par son équipe d'experts. Et ça pose le problème même de recrutement des cabinets politiques, etc. Est-ce que les gens que l'on recrute sont efficaces par rapport à la mission qui leur est assignée lorsqu'ils sont dans un cabinet politique, par exemple? Parce qu'ils consomment les frais du contribuable. Mais est-ce qu'ils le consomment pour accomplir la mission pour laquelle ils sont là? C'est ça le vrai problème. Ça pose aussi ce problème-là. Maintenant, lorsque déjà qu'ils n'accomplissent pas cette mission-là avec un certain montant, vous voulez diminuer ce montant-là, vous voyez où est-ce que nous allons. Donc c'est ça, au fait, c'est un dilemme, à notre avis. Il y a un besoin, n'est-ce pas, de diminuer les trains de vie de l'État, mais de notre côté, il y a une mission extrêmement grande que l'État doit accomplir et qui demande beaucoup de moyens, bien évidemment. Notre problème, notre souci ou notre proposition, ce sera assainir les finances publiques, comme nous pensons que les choses sont en train de se faire maintenant. Il faut assainir de plus en plus les finances publiques pour qu'il n'y ait pas de coulage. Je crois que c'est ça la vraie solution, plutôt que peut-être pour des besoins de communication, baisser symboliquement les salaires, alors que nous savons qu'il y a beaucoup d'autres frais qui continueront à en sortir, mais qui ne sont pas dans ce que le Premier ministre a proposé. Une autre question, permettez-moi, même si vous ne voulez pas, mais quand même, je vais vous poser cette question, parce que ici, vous avez également la casquette du FCC. Vous avez salué la volonté de ce régime qui essaye de faire mieux pour sa population, mais qu'est-ce qui a manqué au FCC lorsque vous étiez aux affaires, 18 ans, de manifester quand même cette bonne volonté, donner ces signaux forts? Ah, je pense, vous savez, votre question est quand même tendancieuse, mais je vais y répondre parce que dans votre question, vous insinuez ou vous sous-entendez que le FCC avait une mauvaise volonté. C'est comme s'il y avait un dirigeant qui se réveille un matin et qui dit « Moi, je vais faire souffrir ce peuple ». J'ai pris vos mots parce que vous avez parlé, vous avez dit... Il n'y a aucun dirigeant au monde. Tantôt, vous l'avez dit vous-même que vous... notez quand même la volonté de l'actuel régime. Non, mais je n'ai pris que vos mots. Je parle d'une volonté. Je parle d'une volonté. Voilà, il y a une volonté. Je n'ai jamais dit qu'il n'y avait pas eu de volonté avant. Voilà, j'ai dit qu'il y a une volonté aujourd'hui. J'ai parlé des volontés, alors vous pouvez répondre à la question sans parler de tendance. C'est au moins une chose qu'on peut reconnaître au président de la République. Bon, le gouvernement, moi, on verra bien. Alors, on verra bien le gouvernement. Maintenant, je n'ai jamais dit que le FCC n'a jamais eu. D'abord, le FCC n'a jamais eu 18 ans. Le FCC est créé en 2017, en 2017, mais pour les élections de 2018. L'autorité morale du FCC a commencé la gestion de la RDC il y a 18 ans. Donc c'est la gestion de la RDC et je crois, et ça fermement, qu'il y a eu beaucoup d'avancées, un certain nombre d'avancées, mais comme nous sommes, il y a eu beaucoup d'avancées. Nous sommes tous imparfaits, Kabila a ses défauts
et il a eu aussi ses points forts. Sinon, nous ne serions pas ici en train de parler d'une alternance politique et pacifique au sommet de l'État avec un nouveau président de la République qui est arrivé. Il n'y a pas eu le sang qui a coulé. Et nous pouvons aller dans plusieurs autres domaines. Mais je pense que ce n'est pas ça que je suis venu faire ici. Maintenant, ce que je dis simplement, c'est qu'il ne faudrait pas s'agripper sur les erreurs de Kabila pour justifier ses propres erreurs aujourd'hui. Kabila a eu ses côtés forts et ses côtés faibles. On l'admet, c'est un homme, il est imparfait. Et je ne pense pas que le président Tshisekedi soit 100% parfait. Il a aussi ses côtés forts et ses côtés faibles. Maintenant, le plus important pour le peuple congolais, c'est de positiver, c'est de prendre le côté positif qu'il y a eu chez Kabila et peut-être l'améliorer. Et ce qui n'était pas correct, l'annuler, le mettre de l'autre côté. C'est ça le plus important, c'est ce qui intéresse le peuple. Qu'est-ce qui n'a pas été correct? Mais il est imparfait, Kabila. Il y a beaucoup de choses qu'il a faites qui sont critiquables, n'est-ce pas? Donc je ne pense pas que si je dois les énumérer ici, on dormirait ici. Non, de notre côté, ce qu'il a fait de bien, il y a beaucoup de choses aussi. Madame, monsieur, prenons le deuxième dossier de cette rétrospective de la semaine. Vous le savez, la rivière Kasaï est polluée. Retrouvez plus de détails dans ce dossier et on se retrouve juste après. Alerté par plusieurs organisations de la société civile et l'ICCN de Mongaya sur la pollution des eaux de la rivière Kasaï, le Conseil économique et social s'est réuni en urgence autour de son président Jean-Pierre Kiwakana pour statuer sur cette question. Le rapporteur de cette institution précise ce qui suit. Effectivement, il y a une pollution qui est passée par la rivière Chikapa. Aujourd'hui, c'est la rivière Kasaï. Et au niveau des Mangaï, les eaux de la rivière Kasaï qui ont changé complètement de couleur. Les poissons sont en train de mourir. La population parle déjà des changements de régime alimentaire parce qu'ils ne peuvent pas consommer ces poissons. Ceux qui ont essayé ont eu effectivement des diarrhées. Les conséquences sont énormes. De Mangaï, nous avons appris qu'il y a 2 hippopotames qui sont morts. Et la crainte, c'est de voir tous les bétails le long de cette rivière mourir en cascade à cause de cette pollution-là. Comme c'est une pollution qui descend du fleuve, ça risque d'arriver même au niveau de Kinshasa ici. Le Conseil économique et social plaide cependant pour la dépollution rapide. Nous pensons qu'il est important de mener des enquêtes, de prélever des échantillons et de tirer les responsabilités. Parce que absolument il faut qu'il y ait des actions. Et le Conseil économique et social plaide pour une dépollution rapide. Mais comme vous le savez, cela nécessite des moyens. Nous partons du principe pollueur-payeur. Il faut qu'on arrive à déterminer les responsabilités et demander à ces sociétés qui sont à la base de cette pollution de passer à la dépollution de cette eau parce qu'il y a des structures qui peuvent le faire. Donc c'est un message d'alerte parce qu'il y va de la vie de nos compatriotes. L'heure est grave. Il est important que le gouvernement de la République démocratique du Congo prenne des mesures rapides afin de préserver des vies, a déclaré le Conseil économique et social. La nomination de Tommy Ushindi à la tête du programme de désarmement, démobilisation, réinsertion communautaire et stabilisation suscite des réactions. Pour Denis Mukwege, cet ancien combattant du RCD Goma, du CNDP et du M23 que l'ONU a présenté dans ce rapport comme criminel de guerre ne peut pas se retrouver à la tête d'une telle structure. Le prix Nobel de la paix Denis Mukwege soutient haut et fort que le nouveau coordonnateur a en outre milité pour l'émergence d'un État indépendant du Kivu, toujours sur la dictée du pouvoir de Paul Kagame. Le docteur Mukwege estime que Tommy Ushindi n'a aucune leçon morale à donner aux combattants de groupes armés repentis dont il aura la charge. Pour ce faire, le prix Nobel de la paix propose au chef de l'État de mettre en place un mécanisme institutionnel chargé d'identifier tous ceux qui avaient par le passé posé des actes de violation des droits de l'homme et du droit humanitaire. Finalité, les exclure à l'avenir à des fonctions publiques, leur place étant de répondre de leurs actes devant les cours et tribunaux et nulle part ailleurs. Pour avancer sur le chemin d'une paix durable, Denis Mukwege rappelle donc que les dirigeants devraient retenir les erreurs du passé et rompre avec les politiques qui ont prolongé et aggravé la souffrance du peuple congolais et l'instabilité ayant occasionné des conséquences désastreuses sur la protection des civils.
Pollution de la rivière Kasaï, Kinshasa n'est pas loin du danger. Votre réaction à chaud, docteur Mwamba? Non, je pense que la lumière doit être faite. Nous l'avons très bien suivi dans le reportage. Les sociétés qui sont à la base de cette pollution doivent répondre. Et c'est ça le rôle aussi du ministère de l'Environnement. Donc nous devons voir des règles claires qui doivent être établies là-dessus pour qu'il y ait réellement pas seulement des règles, mais aussi qu'il faut qu'il y ait qu'on sente l'autorité de l'État, n'est-ce pas, devenir effectif dans ce secteur-là, parce que les pollueurs ne peuvent pas continuer à polluer impunément parce que ils investissent chez nous. Ok. Maintenant, quel mécanisme faut-il mettre en place par le gouvernement via le ministère de l'Environnement pour éviter ces situations? Parce que là, on parle déjà des conséquences. Il y a des animaux qui ont perdu la vie, mais il y a également la diarrhée. Il y a des Congolais qui ont été victimes de la diarrhée. Quel mécanisme faut-il mettre en place? D'abord, premièrement, je pense que le plus important ici, c'est qu'il y ait une enquête qui établisse des responsabilités et que les responsables puissent répondre à la justice. Je pense que prêcher par l'exemple en ce moment sera pour nous l'une des meilleures attitudes pour prévenir ce genre d'événements. Kinshasa n'est pas loin du danger. Parce que Kinshasa elle-même n'est même pas loin de ces dangers-là. Donc c'est important que l'on soit sans pitié, parce que on apprend que ces investisseurs ont des bras longs, même dans les institutions. Nous pensons que les institutions doivent faire preuve de fermeté là-dessus et que les gens répondent à la justice. Ça, ce sera une exemplarité qui nous évitera dans le futur de tels scénarios. Voilà, un autre dossier, c'est l'avènement de Tony Ushindi à la tête du programme de désarmement. Déjà, il y a le prix Nobel qui est contre la nomination de Tony. Vous, en tant que politique, comment trouvez-vous le choix porté par le président de la République? Nous avons toujours eu au centre une attitude un peu réservée quand il s'agit de l'armée. Vous savez, la sécurité du pays a... Nous ne pouvons pas nous connaître les secrets des délibérations qu'il y a eu avant la nomination de ce monsieur. Et je ne pense pas que le fait d'être cité dans un rapport de Nations Unies fait force de loi ou que ce soit une décision de justice. A-t-il été condamné pour ses actes? C'est ça la question qu'il faut poser. Maintenant, les raisons pour lesquelles il a été nommé, je pense que c'est le seul chef de l'État qui a apprécié la situation et qui l'a fait là. Maintenant, nous, ce que nous devons faire, parce que vous savez, Chantal, le peuple congolais, nous devons plutôt attendre les résultats de cette nomination, parce que c'est ça le plus important. La guerre, ou je veux dire l'insécurité qu'il y a à l'Est, nous l'avions toujours décrié depuis le passé. C'était une guerre asymétrique qu'on nous menait, parce que je rappelle que le FCC ou Kabila dont vous parlez a vaincu toutes les guerres symétriques qu'il a connues par le passé. Mais à partir du moment où nous avons plongé dans le terrorisme... L'a vaincu, mais n'a pas réussi à restaurer la paix. Hein? Justement, à partir du moment où toute cette guerre est devenue asymétrique et que c'est maintenant le terrorisme, je pense qu'il y a ceux qui étaient au pouvoir, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, le niaient par les passés. Nous sommes déjà contents que tout le monde reconnaisse cela. Pour nous, on s'est dit, ok, ça va, quand même tout le monde reconnaît que nous avions raison à l'époque. Maintenant, nous apprécions les efforts qui sont faits parce que les États-Unis ont reconnu et plusieurs autres pays ont reconnu. Donc nous pensons que nous sommes dans la bonne voie. Maintenant, ce que nous disons par rapport à cette nomination, ce que nous attendons les résultats, parce qu'il faudrait donner une autre voie à tous ces jeunes, la plupart du temps désœuvrés. Vous attendez juste les résultats. Nous voulons des résultats parce que nous ne pensons pas que les rapports des Nations Unies, que nous négligeons pas, mais pour nous ce ne sont pas des décisions de justice. À partir du moment où cette personne n'a pas été condamnée pour ces faits-là, nous lui donnons un bénéfice du doute et nous attendons plutôt des résultats. Certaines personnes estiment qu'on doit quand même prendre en compte la voix du prix Nobel parce que lui qui est dans le coin, certainement il connaît mieux. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces personnes? Je ne pense pas que ce serait sage d'opposer la voix du prix Nobel à la voix du commandant en chef de l'armée. Je pense que c'est deux mondes différents. C'est le président de la République qui prend une décision. Il a tous les secrets de délibération et notamment peut-être tous ces rapports-là sur sa table, mais il prend quand même cette décision-là. Et je pense qu'en cette matière-là, nous n'aimons pas nous aventurer à critiquer pour critiquer. Permettez-moi de vous poser cette question qui a fait débat dans les réseaux sociaux. Il y a un Congolais qui a écrit sur son compte Facebook en disant: un voleur
lorsqu'on le met parmi les voleurs, il sait lui-même détecter les talents des voleurs. Et comme c'est un ancien rebelle, certainement il connaît les stratégies pour apporter des résultats escomptés, les résultats voulus par le président de la République. Vous savez, Chantal Delsol dit que la paix est quand même oublieuse. La construction de la paix, elle est oublieuse. Parce que nous ne pouvons pas construire la paix en nous ressassant tout le temps le passé. Parce que la paix, elle se construit entre des anciens ennemis qui veulent devenir des frères de demain. Donc il nous faut quand même avoir cette dimension-là, oublieuse pour l'instant, pour la construction de la paix. Et ça, c'est très important. Si ce monsieur ou cet officier de l'armée peut nous aider, d'ailleurs je rappelle que l'armée actuelle est pleine d'anciens belligérants. L'actuel gouverneur militaire dans la province du Nord Kivu est lui-même un ancien rebelle, n'est-ce pas? Donc nous sommes en train d'évoluer vers cette... Mais bien entendu, nous n'oublions pas qu'il y a la justice qui doit aussi faire son travail. Mais nous pensons que pour la construction de la paix, nous devons avoir une certaine attitude, pas laxiste, mais oublieuse, pour nous aider justement à construire des frères et vivre ensemble. Et c'est important. Nous nous disons, le rôle de l'opposition, c'est être vigilant sur les résultats. Parce que là, l'état de siège a été décrété, certes, mais les résultats peinent à arriver. Et si cette nouvelle nomination peut aider à obtenir ces résultats-là, tant mieux. Bon, dire que c'est un voleur parmi les voleurs, d'abord je note qu'il n'y a eu aucune décision de justice faisant de lui un voleur, donc je m'abstiens d'aller dans ce sens-là. Vous avez dit que l'état de siège peine encore à donner de résultats. Est-ce qu'une guerre qui a duré des années en quelques mois, on devrait déjà avoir de résultats? Non, n'écoutez pas du tout. Donc nous disons plus, mais l'état de siège a été décrété pour avoir des résultats. Et l'état des sièges, c'est une situation... Est-ce que les résultats devraient être donnés au lendemain de l'état des sièges qui a été décrété? Permettez de finir mon idée. C'est une situation à l'origine exceptionnelle parce qu'elle réduit les libertés. Parce qu'à côté, bien entendu, on décrète un état de siège, c'est bien parce qu'on a besoin de plus de présence militaire. Mais à côté, les libertés civiles sont réduites. Les gens ne peuvent pas manifester. Même la justice civile ne fonctionne pas. Donc c'est un état exceptionnel qui ne doit pas s'inscrire dans la durée, qui ne doit pas se chroniciser, et donc a l'obligation d'avoir des résultats plutôt rapides. C'est pourquoi nous critiquons... Rapide pour vous, il fallait combien de temps? Rapide parce qu'elle provoque une situation d'exception. Combien de temps? On n'a pas besoin, à mon avis, de décréter l'état de siège pour combattre efficacement l'insécurité à l'Est. Pas forcément, voyez-vous, mais à partir du moment où on la décrète, vous savez aujourd'hui pour avoir même un jugement supplétif de changement de nom, tout simplement dans toutes ces régions où il y a l'état de siège, c'est extrêmement difficile. L'administration est quasiment paralysée. Alors vous voulez que cette situation perdure jusqu'à quand? Donc à un certain moment, l'Assemblée nationale doit faire, ou le Parlement doit faire son travail de manière non complaisante pour évaluer effectivement les résultats de l'état des sièges. Et s'ils ne sont pas probants, il faut le lever. On peut continuer à combattre ces rebelles ou ces terroristes sans forcément qu'il y ait un déclenchement de l'état de siège. Voilà, la commission déjà défense et sécurité de la Chambre basse du Parlement a évalué la semaine et elle a même clôturé son travail. On va également en parler dans un dossier tantôt. Madame, Monsieur, prenons d'abord ce dossier qui revient sur la patrouille de l'IGF, mais également sur les 100 jours du gouvernement dit des Warriors. Comme vous le savez, à travers le monde entier, on traverse une période assez difficile avec les effets de la pandémie de Covid-19. Je suis arrivée dans ce pays pour témoigner la solidarité du PNUD durant cette période, mais je suis aussi venue parce qu'on a senti qu'en RDC, il y a une ère nouvelle qui est en train de naître. Il y a un nouveau gouvernement d'abord qui est dirigé par son Excellence le Premier ministre, et il y a une nouvelle volonté des dirigeants de ce pays de changer le cours de l'histoire de ce pays, de changer le narratif sur ce pays, le narratif qui est négatif sur ce pays, et œuvrer différemment pour atteindre le développement. En tant que directrice régionale de la division Afrique, je suis venue pour voir comment on peut accompagner la RDC pour atteindre ses objectifs sur cette trajectoire de son développement.
nous considérons la RDC comme un pays partenaire très important, qui a des enjeux très importants pour l'Afrique, et pour la sous-région et pour l'Afrique entière. Si la RDC arrive à prendre de l'envol, ça aura des implications majeures sur toute la région, parce qu'il y a 9 frontières que la RDC partage avec d'autres pays. Facing very difficult times in the world today. Otuni ngai patrouille financière wana oyo eza ko empêcher na ba gestionnaire aujourd'hui ba poser ba acte irrégularité dans tous les cas qu'ils sachent dès lors que c'est légal. La patrouille financière va continuer. To continuer. Soit ça là une année, 2 ans to continuer avec une surveillance accrue des finances publiques et de la gestion publique. Chaque jour, les inspecteurs seront dans les entreprises, dans les provinces où il y a une forte manipulation des fonds, dans les trésors publics pour veiller à ce que les intérêts, les intérêts de l'État soient préservés. Le résultat, c'est quoi? Sans to comme en décembre, to koutaï bango avec une trésorerie placée dans les banques. Pendant tout le temps que ça existe, il y a 200 millions de dollars. Notez, 200 millions de dollars. To sali 6 mois d'encadrement de patrouille financière. Ba chiffre nazo ba la télévision, tout na DG à CNCS actuel à confirmer bino, to ça 314 millions de dollars. Je ne parle pas de francs congolais. 6 mois après. Donc, nous avions amélioré la trésorerie. Il y a CNCS, où ils ont placé aujourd'hui dans les dépôts à terme dans les banques. Nous sommes passés de 200 millions à 314 millions de dollars en 6 mois d'encadrement. À 6 mois, ça va OT, au faux marché, au boité, au boité, au boité. Mon etikali, mon waneza bisoté. Et ça, les lots n'a compte, il y a CNCS. Tout ce tambon, n'a pas ce deuxième cas, Foner. Mais bango ne va expliquer comment dans 10 ans, Basala kaka 200 millions d'économies, en 6 mois, on sali 100 millions. 100 jours gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde, quel bilan dressez-vous des Warriors? Je pense que c'est d'abord très difficile en 100 jours de faire un bilan, parce que les réformes que doivent mettre en place un gouvernement, c'est difficile qu'elles se ressentent en 3 mois. Si ce n'est pendant cette période des réformes mises par leurs prédécesseurs qui arrivent à maturité au moment où ils sont au pouvoir. Donc je pense que c'est quand même trop minimisé, ou je veux dire que c'est trop tôt, à mon avis. Pour nous, c'est pas compliqué, mais nous pensons que c'est trop tôt de faire un bilan à 100 jours. Pour un pays de la dimension de la République démocratique du Congo, c'est très difficile. Voilà, les 100 jours restant toujours dans ce 100 jours du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde, lorsque l'abbé Donatien Cholet, secrétaire général de la SENCO, félicite le premier pas, mais de l'autre côté, on a Lacage, lui, qui parle d'un bilan assez encourageant, mais il faudra que chaque ministre présente donc sa feuille de route. Qu'est-ce que vous en dites? Non, écoutez, vous savez, c'est difficile dans la structure institutionnelle du Congo. C'est quand même difficile de demander à chaque ministre de présenter sa feuille de route, parce que en réalité, l'action du gouvernement est impulsée, est inspirée d'abord de la vision du président de la République, et ensuite est mise en musique par le Premier ministre, qui d'ailleurs fixe les feuilles de route de chaque ministre. Vous voyez, donc c'est difficile de dire. Lacage n'a pas raison de demander ça. Non, nous pensons que c'est une action d'ensemble, et l'évaluation doit être une évaluation d'ensemble, parce que la tête est unique, et ensuite les autres sont j'ai envie de dire exécutants, oui, exécutants d'une vision, d'une tête unique. Voilà, c'est ça l'architecture institutionnelle au Congo. Maintenant, nous disons que les réformes qui sont mises en place, ces réformes-là ont besoin de temps. Pour nous, au centre, nous estimons qu'il faut au minimum 1 année pour juger efficacement l'action du gouvernement Sama Lukonde. Si nous le faisons maintenant, nous pensons qu'il y a beaucoup de résultats qui sont arrivés aujourd'hui, qui peuvent être tout de même le résultat d'un certain nombre de réformes entreprises par les prédécesseurs et qui risquent d'être mises à tort. Nous sommes dans la continuité de la chose publique. Nous sommes dans la continuité de l'État, exactement. Et donc c'est difficile de tout mettre en faveur ou en défaveur des Warriors, comme ils s'appellent.
Mais nous avons quand même assisté la semaine à ce que nous pouvons appeler proclamation, je me permets de dire. Il y a certains ministres du gouvernement qui ont été portés haut pour dire que ce sont les meilleurs dans les sondages. Sur base de quels critères? Quels sont les critères? C'est généralement, nous savons comment ça se passe. Ça se passe comment? Parce que vous-même, vous avez été au gouvernement. Nous savons comment ça se passe. Ce n'est pas la première fois. Parfois, c'est des sondages, ou je veux dire des sondages achetés pour quelques-uns. Quel crédit ces sondages ont exactement? Je ne pense pas. Ça, c'est vraiment des choses qui méritent qu'on ne s'attarde pas dessus. Je crois que le véritable thermomètre, c'est la population. C'est le peuple qui vit chaque jour dans ce pays, qui doit mesurer l'impact de la gestion de l'Union sacrée. Par rapport à la nôtre, hein, FCC cache. IGF, on en parle une année déjà depuis la patrouille de l'inspection générale des finances. Comment voyez-vous le travail qu'a réalisé Je crois qu'il l'IGF? faut être de mauvaise foi pour ne voir que du noir dans ce que fait l'IGF. Parce qu'il faut reconnaître qu'il y a quand même une sorte de pression positive qui est faite sur les mandataires de l'État, tous ceux qui gèrent l'argent de l'État, par rapport à ce que fait l'IGF. N'est-ce pas? Les gens, nous avons l'impression qu'il y a quand même un climat ils inspirent une certaine méfiance pour que les mandataires n'aillent pas dans les abus. Et ça, je pense qu'il faut le reconnaître, même si on est opposant. Maintenant, nous, ce que nous disons, c'est que c'est très bien de faire cela. Mais il y a quand même... Non, écoutez, l'opposition, c'est pas de la haine. Nous l'avons toujours dit. L'opposition, ce n'est pas le souhait de voir celui qui est au pouvoir échouer. Parce qu'en réalité, nous servons tous le peuple. C'est à nous de faire de meilleures propositions pour que le peuple nous fasse confiance. Maintenant, ce que nous disons, c'est que nous avons plutôt l'impression qu'il y a quand même une sorte de rapidité avec laquelle l'IGF établit ses rapports. Rapidité. Une rapidité qui... Vous savez, sous d'autres cieux, les rapports sur les détournements des deniers publics, ce sont des rapports minutieux et qui demandent du temps. Généralement, ce qui se passe avec l'IGF, ce sont des rapports d'ailleurs très souvent contestés par d'autres rapports, qui sont immédiatement mis sur la place publique, avant même, nous pensons que cela arrive à la personne qui les a demandés, donc le chef de l'État lui-même. Est-ce que c'est la vocation de l'IGF de mettre sur la place publique les conclusions de ces contrôles, alors que c'est le président de la République qui les leur demande, et le président de la République qui en est le consommateur, et au besoin, c'est la justice qui doit se saisir de ces dossiers. À partir du moment où l'IGF s'inscrit dans une campagne de médiatisation à outrance, nous craignons que cela plonge, ou plutôt qu'il puisse plonger du côté de la propagande politique et même plus loin d'une certaine chasse contre des mandataires qui ne seraient pas de l'Union sacrée. Selon vous, qu'est-ce qui est caché derrière ce que vous venez d'évoquer maintenant pour dire la rapidité? C'est une remarque que nous faisons. C'est une remarque et nous pouvons prendre. Est-ce que vous avez eu le temps de prendre langue avec l'IGF pour... Non, écoutez, nous pouvons prendre plusieurs exemples où l'IGF a fait des enquêtes dans un temps record. Nous, ce que nous disons, c'est à la population un exemple ou deux exemples. Le récent déballage de prétendus détournements, par exemple, au ministère de la formation professionnelle, par exemple. Ça, c'est quelque chose qu'il faut mettre sur la place publique aussi. Et il y en a tout un tas comme ça, où on a même l'impression que l'IGF donne des ordres. L'IGF donne des ordres, excusez-moi. Je ne sais pas, moi je ne donne qu'un exemple, je ne suis pas leur porte-parole, je suis pas là, je prends un exemple parmi tant d'autres. Vous estimez que ça a été fait rapidement? Nous ne sommes pas au gouvernement. Donc ça a été fait rapidement alors que les concernés n'ont pas, si je ne me trompe pas, n'ont pas fait entendre. C'est un exemple que j'ai pris et je dis ça par analogie à ce qui se passe ailleurs. Ce sont des choses sérieuses. Les allégations de détournement de fonds, ce n'est pas de la blague, on ne les met pas sur la place publique pour le besoin de la consommation, mais ce sont des rapports qui doivent se retrouver sur la table du chef de l'État, et c'est à la justice de s'en saisir. Lorsque l'IGF se substitue et au chef de l'État et à la justice, je pense qu'à partir de ce moment-là, il y a un problème. Mais nous saluons l'élan qu'ils ont pris. Si les résultats sont tels qu'ils l'annoncent, nous disons bravo. Mais après, s'il y a des dérapages, nous sommes obligés de le dire.
Docteur Rodrigue, est-ce que vous voulez préparer la population à mal accueillir le rapport que vous cible, parce que vous également, il semblerait que vous êtes cité dans une affaire. Il n'y a aucun rapport de l'IGF qui incrimine le centre, ni son président. Ne suivez pas tous ces, excusez-moi le terme, ces zozos qui sont payés pour salir Germain Kambinga. Nous savons tous d'où ils viennent. Alors qu'il est cité plusieurs fois dans cette affaire du FPI. Il est cité par qui? Il est cité par tous ceux qui passent dans les médias, sauf le FPI, sauf l'IGF. Il n'est cité nulle part. Renseignez-vous. Il n'est cité que par ceux qui passent à la télévision et qui ont leur temps à salir, salir une réputation. Et justement, il faut poser la question et nous savons d'où cela vient. Et au moment opportun, nous répondrons. Nous disons, d'ailleurs, c'est une grosse importance que nous leur donnons, c'est pas grave. Mais le plus important ici, c'est que ni l'IGF, ni le FPI, nous ne sommes cités nulle part. C'est ça la vérité. Que le peuple congolais, si ça vient, tant mieux. Si ça vient, tant mieux. Il n'y a pas de fumée sans feu. Écoutez, avant même que l'IGF ne commence sa patrouille financière, cette cabale médiatique avait déjà commencé et nous savons d'où elle vient. Et donc, même si nous verrons bien si l'IGF va s'y attarder. Est-ce que vous savez qu'il y a des créanciers du FPI qui sont même à l'Union sacrée? Mais il y en a dont on a saisi des biens, n'est-ce pas? On a saisi leurs biens. Mais si c'était Germain Kambinga qui avait une dette au FPI, pourquoi on ne l'inquiète pas? Il n'y a aucune dette, il n'en a contracté aucune. Vous pouvez aller vérifier, il n'y en a pas, ce pseudo-dossier est vide. Et si on en trouvait demain, on reviendra vers vous pour... Mais puisque je vous dis qu'il n'y en a pas, qu'est-ce que vous voulez trouver? Par miracle, vous voulez créer un dossier vous aussi? Attendez. Il n'y en a pas. L'opinion retient que Germain Kambinga n'a aucun dossier. Selon le porte-parole de son regroupement politique, le centre Dr Rodrigue Mwamba, qui est donc notre invité. Madame, messieurs, prenons ce dossier et on se retrouve juste après. Le dossier qui va nous permettre de parler du manque de consensus dans le processus de désignation du président de la Commission électorale nationale indépendante. Jusque-là, le successeur de Corneille Nangaa n'est pas toujours connu. On en parle dans ce dossier. Et nous sommes une mission des bons offices de la société civile et qui nous intéressons sur la question du blocage dans la désignation du président de la CENI. Et c'est dans cette optique que nous sommes venus voir l'honorable président de l'Assemblée nationale, afin de lui témoigner d'abord notre soutien dans son engagement dans le processus de désignation des membres de la CENI ou de la mise en place du bureau de la CENI, et aussi pour lui exprimer aussi notre inquiétude en ce que les confessions religieuses n'arrivent pas à trouver un consensus sur la désignation du président de la CENI. C'est là qui a fait l'objet de notre mission aujourd'hui. Nous sommes plutôt venus l'écouter dans le travail qu'il fait, et aussi lui dire ce que nous sommes en train de faire. Donc, lui présenter notre mission et les observations de notre mission. Donc, il n'a pas été question de lui présenter nos propositions, mais plutôt de l'écouter et de lui demander sa sagesse, afin que le processus puisse bien aboutir. Mais simplement, nous sommes heureux de comprendre qu'il est en train d'apaiser les choses en accordant encore 72 heures aux confessions religieuses, en fait de trouver une issue heureuse à cette situation. Nous sommes sûrs qu'il y aura une solution, d'autant plus que les confessions religieuses que nous avons rencontrées sont tous unanimes qu'il faut trouver une solution. Et le président de l'Assemblée nationale est aussi conscient qu'il y aura une solution. Donc nous, en tant que société civile, nous ne pouvons qu'accompagner les confessions religieuses, accompagner le président de l'Assemblée nationale, demander le soutien de toute la population, de toute la société civile, afin que finalement nous ayons un président qui est accepté par tous et qui conduise heureusement le processus électoral. Évaluation de l'état de siège décrété dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu par le président de la République. Dans l'avant-midi de ce jeudi, c'est le vice-ministre de l'Intérieur qui a répondu aux préoccupations des députés nationaux, membres de la commission Défense et Sécurité de la Chambre basse du Parlement. Les actions que nous sommes en train de mener dans le cadre du gouvernement, nous devons rendre compte. Nous sommes là pour nous améliorer. L'œuvre humaine est toujours perfectible. C'est pourquoi nous sommes là, nous avons écouté, nous avons répondu aux questions, préoccupations et nous en sommes fiers parce que nous avons fait un devoir vis-à-vis du peuple à travers cette communauté.
Au terme de ces auditions, la Commission Défense et Sécurité de la Chambre basse du Parlement note la volonté de chaque intervenant de restaurer la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Il ressort de manière très claire la volonté pour chaque intervenant d'apporter sa pierre pour que la paix soit restaurée à l'Est de la République démocratique du Congo. Que ce soit du côté des députés par rapport aux préoccupations qu'ils ont soulevées, que ce soit les membres du gouvernement qui sont venus, que ce soit le chef d'état-major, les deux gouverneurs militaires, nous avons senti la volonté pour tout le monde terminer ce problème d'insécurité à l'Est. L'occasion a été propice pour le président de la dite commission de rappeler l'objectif de cette évaluation. L'évaluation vise tout simplement l'amélioration de la manière de faire pendant l'état de siège pour permettre à l'état de siège d'être vraiment la réponse à la grande préoccupation de tous les Congolais, celle de voir la paix et la sécurité être rétablies dans la province de l'Ituri mais aussi au Nord Kivu. Ici est de noter que ces différentes auditions ont eu lieu en présence de la ministre de Relations avec le Parlement. 48 heures après, ce jeudi, la ministre de la Défense est revenue avec ses réponses. Docteur Mwamba, votre regroupement politique n'est pas d'accord de voir l'état de siège décrété dans une partie de l'Est de la République démocratique du Congo s'éterniser. À la place, qu'est-ce que vous proposez? Non, écoutez, nous ne disons pas que nous ne sommes pas d'accord avec l'état de siège, mais nous ne sommes pas d'accord qu'il soit prorogé éternellement. Parce que nous avons démontré qu'il y a des difficultés par rapport à la vie civile et que nous pensons que des situations exceptionnelles où les libertés des individus sont réduites ne doivent pas perdurer, ils doivent être levés le plus rapidement possible. Mais maintenant, ce que nous proposons, ou ce que nous pensons que cela a été entamé sous le président Kabila, parce que la problématique de l'Est du pays résulte d'un certain nombre de conflits qu'il y avait eu dans la région depuis les années 90. Et la résolution de ces conflits demande, entre autres, à part les forces des pays en interne, parce que ces groupes armés, rappelez-vous, ont des bases arrières dans les pays voisins, donc il nous faut faire un effort d'intégration qui avait déjà débuté avec, rappelez-vous, de la CIRGL, et nous pensons que le président Tshisekedi, avec le renforcement des relations avec l'Ouganda, avec la construction de la route qui va débuter, et avec les Rwandais où nous voyons qu'il y a une normalisation des relations, mais aussi, après, il faut que la justice suive, parce que les responsabilités doivent être établies. Nous pensons que c'est cela, au fait, la voie qu'il faut suivre. Et en plus, il faut réadapter notre armée par rapport à cette guerre asymétrique. Réadapter notre armée, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire mieux former nos militaires à la guerre contre les terroristes. Nous avons vu récemment le contingent américain qui est arrivé à cette fin. Nous le saluons et nous attendons des résultats, tout simplement. Donc nous pensons que le premier pas qui était fait, c'était de reconnaître ce que nous disions à l'époque. C'est déjà bien. Maintenant, nous attendons les résultats. À l'époque, nous disions que ce n'est plus une guerre symétrique. Si c'en était une, nous l'aurions gagnée. Parce que nous avons gagné toutes les guerres auxquelles nous étions opposés par le passé. Maintenant, c'est une guerre asymétrique. Rappelez-vous que les FARC en Colombie ont fait 50 ans. Nous avons besoin, aujourd'hui, nous le disions depuis longtemps. C'est à peine que notre voix, malheureusement, a été entendue et approuvée, et que les États-Unis, toutes les autres nations, ouvrent les yeux sur ce qui se passe en RDC, et que l'État islamique est en train de s'implanter dans notre pays via des mouvements comme ADF. Ça, c'est bien. L'État islamique. Mais puisqu'ils sont liés, ils se réclament d'être d'une branche de l'État islamique. Et il a été prouvé que l'État islamique veut créer un califat au Congo. Ça, c'est clair, ça a été dit. Ça a été repris même dans un certain nombre de publications de l'État islamique. Donc, nous pensons qu'à partir de ce moment-là, les choses sont claires. Maintenant, trouvons les solutions consensuelles, une solution diplomatique avec l'intégration régionale, mais aussi une adaptation de notre armée pour traquer ces terroristes. Ce n'est plus une guerre régulière, c'est une guerre contre les terroristes, mais ça demande une formation adaptée pour ça. Lors d'une communication, les officiers des FARDC ont quand même dressé un certain nombre
de points positifs qu'a produit l'état de siège. Notamment, il y a eu l'arrestation de plus de 20 officiers, si je ne me trompe pas. Il y a également des localités qui ont été récupérées. Vous ne pensez pas que c'est trop lorsque vous voulez... Pourquoi l'état de siège a-t-il été décrété? C'était pour un objectif majeur, la réduction, si pas l'annihilation totale des tueries à l'Est. Lisez les rapports d'un certain nombre d'ONG internationales, mais aussi d'un certain nombre d'organisations de la société civile. Vous découvrirez que depuis, par exemple, novembre 2019, il y a eu près de 1800 victimes des AFDF et de tous ces groupes armés terroristes. C'est encore beaucoup plus que ce qui se faisait avant en une année ou en 2 ans. Donc nous pensons qu'à partir de ce moment-là, l'état des sièges n'atteint pas son objectif. Et que, mais là, c'est en contradiction avec les autorités. Nous ne pouvons pas... Non, écoutez, récupérer des localités, ce n'est pas réduire les tueries. Ça, c'est 2 choses différentes. Nous pouvons récupérer... Il y a même certains politiques et certaines organisations qui ont même affirmé que maintenant la population peut dormir calmement et se réveiller, ce qui n'était pas le cas. Pas vrai du tout. Parce que les rapports sont formels et il n'y a pas de démenti du côté gouvernement par rapport à ces rapports-là. Ils sont formels, les tueries, elles continuent. Alors maintenant, est-ce que l'objectif de l'état des sièges, c'était de récupérer des localités? Je pense que nous pouvons faire ça sans que l'état des sièges ne soit décrété. Parce que à côté, il y a la vie civile qui est mise en suspens. Voilà notre raisonnement. Nous ne sommes pas contre l'état des sièges, mais pas qu'il s'éternise. Parce que pendant cette période-là, il y a la vie civile qui est mise en difficulté. Maintenant, nous pouvons réformer l'armée, nous pouvons récupérer des localités. Il peut y avoir des redditions. Il peut y avoir des redditions, bien entendu, mais ça, c'est pas notre responsabilité maintenant. C'est la responsabilité de l'Union sacrée. C'est à eux de le faire. Comment voulez-vous que ça soit... Non, mais parce que vous êtes en train de faire cette proposition. L'armée doit être réformée. C'est supposé qu'on va prendre les éléments des... Non, ce n'est pas... Non, je pense que ça, c'était valable dans un certain contexte, lorsque nous sortions de cette période post-conflit, où il y avait des belligérants bien identifiés, il fallait mixer l'armée, avoir une nouvelle armée, ça c'est clair. Aujourd'hui, c'est tout un autre contexte. Il faut absolument prêcher d'abord par la réinsertion dans la société, mais aussi une véritable justice, pour que ceux qui commettent des crimes ne puissent pas trouver dans le processus de normalisation ou de pacification un moyen de s'absoudre de leurs crimes. Ça, c'est important que la justice fasse leur travail. Donc nous ne sommes pas pour l'idée que tous ces voyous, tous ces meurtriers rentrent dans l'armée congolaise. Non, pas du tout, parce que les contextes ont changé. Okay. Évaluation de l'état de siège décrété dans une partie de l'Est du pays. La commission défense et sécurité de la Chambre basse du Parlement a auditionné les acteurs qui entrent en jeu dans cet état de siège, notamment les ministres de défense, le ministre de l'Intérieur, mais également les gouverneurs, si je ne me trompe pas, et les généraux. Et au terme des auditions, la semaine, il y a le président de cette commission qui note quand même la volonté de chaque acteur de restaurer la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. Vous savez, c'est une grosse déception. Nous avons l'impression que l'Union sacrée, c'est une grosse montagne. Mais parmi la commission, vous imaginez, on a retrouvé également les élus de l'Est. Parce que ce sont eux qui ont demandé la restauration. Bon, ça, il faut encore une preuve judiciaire. Les élus, voilà, je disais, ce sont eux qui ont demandé cette évaluation. Qu'il soit traduit en justice. Maintenant, ce que moi je dis, si le résultat d'un travail de commission accouche d'une constatation, non pas de résultat, le rapport sera rendu public dans les jours à venir, mais volonté, permettez-moi d'en être déçu. Voyez-vous, on ne peut pas accepter cela. Ce que le peuple attend, surtout à l'Est, ce sont des résultats. Ceux qui ont fait le travail en présence des élus qui ont toujours décrié ce pays est sorti d'une crise, des tueries, ce pays est sorti d'une guerre, eux-mêmes. Écoutez, si ce que nous demandons au Parlement, c'est une évaluation non complaisante. Et s'ils ne sont pas complaisants, ils demanderaient la fin de cet état de siège et ils demanderaient de meilleures réformes à l'armée, ce que nous avons dit ici, parce que la situation est telle que nous l'avons dite, et qu'il est exiger des résultats. Il est clair que les résultats attendus par rapport aux tueries, eux, ils se font encore attendre. Et s'ils notent qu'il y a une bonne volonté, excusez-moi, nous sommes déçus. Vous êtes déçus? Nous sommes déçus. Franchement, l'Union sacrée, c'est une déception. Ah, donc vous attendriez à ce que la commission se range derrière votre opposition? Nous attendons de la commission d'être plus exigeante.
plus exigeante par rapport au gouvernement, que la commission soit plus exigeante, parce que nous disons qu'il y a des difficultés dans la vie sociale qui existent. Ils doivent être plus exigeants et non pas constater une bonne volonté. C'est pas leur travail. Ça, c'est pas leur travail. Qu'ils laissent au peuple de constater la bonne volonté, mais qu'ils exigent des résultats au gouvernement. Voilà, attendons les rapports qui sera donc publié dans les jours qui venir, le jour qui arrive, mais au moins ils notent déjà la volonté des acteurs, hein? Même si c'est là, le docteur n'est pas d'accord avec cette position. Autre chose, journée africaine de la jeunesse, cette journée a été célébrée le 12 août dernier, et aujourd'hui, quelle politique pour arriver donc à booster la jeunesse de la République démocratique du Congo, et surtout à contribuer également, que cette jeunesse puisse contribuer au développement du pays? Ah, la jeunesse congolaise, c'est un peu l'oublié de toutes les politiques publiques jusque-là. Parce que la jeunesse représente un grand atout pour notre pays. La grande majorité de la population est jeune. Mais cette jeunesse, qu'est-ce qu'elle pèse dans l'économie, par exemple? Cette jeunesse, qu'est-ce qu'elle pèse dans la vie de nos institutions, etc. Donc nous pensons qu'il y a... Pardon? Elle est plus attirée vers la politique. Bon, justement, parce que après nous avons pensé que c'était peut-être ça le gain facile. Pourtant, c'est pas toujours le cas. Parce que, bien entendu, mais lorsque vous allez aujourd'hui, ceux qui se baladent dans les grosses 4x4, ce sont des politiciens. On retrouve aujourd'hui Dr Mwamba qui est dans la politique. Gain facile. Voilà ce qui l'a attiré également. Hein. Non, pas du tout. Je dis plutôt, bon nombre de jeunes sont attirés dans la politique par le gain facile, parce qu'on en a bien l'impression. Je suis en politique depuis 4 ans, écoutez, je suis toujours médecin, je gagne ma vie en tant que médecin, et je continue quand même, parce que, après, c'est une passion qui m'habite, qui est née très jeune, et je continue dedans. Maintenant, il faudrait donner à la jeunesse un autre modèle de réussite. Malheureusement, nous n'en avons pas beaucoup, à part la politique. Nous n'en avons pas beaucoup. C'est ça le défi de l'Union sacrée. C'est ça le défi de tous les gouvernements qui vont arriver. Il faut donner un autre modèle de réussite aux jeunes. Et ce sont ces modèles-là qui font défaut jusque-là pour le pays. Il y a la Chambre de commerce Made in Congo qui veut donner des nouveaux modèles à la jeunesse. Ah bon, écoutez, vous m'apprenez. Chambre de commerce Made in Congo. Oui. C'est quoi? Honnêtement, j'avoue que je n'ai pas... eu de connaissance du sujet. Voilà. Alors j'aimerais un devoir à domicile, hein. Vous allez faire des recherches et vous allez bien connaître. je suis friand des recherches, donc je ferai. Voilà. Autre chose, vous l'aviez certainement appris et vous le connaissez très bien, et surtout que vous êtes membre du Front commun pour le Congo, alors qu'il était donc cité dans l'affaire carte visa, et qu'Ikaya Bin Karoubi a choisi de quitter le pays par de voies clandestines. Et ça, c'est les FCC. Oui, c'est une affaire rocambolesque qui m'a surpris personnellement, parce que lorsque je l'ai lu, j'ai vu cette photo sur les réseaux sociaux et tous les commentaires qui s'en sont suivis. Bon, premièrement, je note qu'il y a eu quand même près d'une centaine de gens qui ont été cités dans le rapport sur les cartes de crédit, mais qu'il y ait quand même curieusement que lui qui soit poursuivi. Ça, c'est la première chose. Maintenant, moi, je pense que toute personne qui estime avoir raison par rapport à des accusations qui lui sont faites, la solution, ce n'est pas d'aller en exil. La solution, à notre avis, c'est d'affronter la justice. Je crois qu'il y en a eu bon nombre qui l'ont fait. Et ce que nous demandons au gouvernement, c'est une garantie d'une justice juste, où les règles sont les mêmes. L'état de droit, le véritable état de droit, où la règle commune est la même pour tous. C'est ce que nous demandons. À partir du moment où, vous savez, la lutte contre la corruption ou l'action de la justice n'est pas toujours un indicateur de l'état de droit. Je vais vous donner un exemple. Allez en Chine, par exemple. Lorsque l'ancien président Hu Jintao faisait de la lutte ou disait que la corruption était un cancer pour la Chine, il voulait faire la lutte contre la corruption. Son successeur vient, il reprend ce sujet-là. Mais qu'est-ce qu'on remarque? C'est que la lutte contre la corruption qu'il a menée en Chine, qui n'est pas un exemple de démocratie, n'a attaqué que ses opposants, ou je veux dire ses adversaires politiques.
À partir de ce moment-là, ce n'est pas l'état de droit. Nous demandons que la justice soit la même pour tous. Parce qu'il n'y a pas que Kikaya ou ceux qui sont au FCC qui ont des problèmes judiciaires. Il y en a bien aussi à l'Union Sacrée, mais nous avons l'impression que la justice les a oubliés. Donc à partir de ce moment-là, il y a un problème qui se pose et nous demandons au président de la République d'avoir un œil regardant sur la justice. Elle ne doit pas être sélective, elle doit être la même pour tout le monde. Un autre membre du FCC, c'est Augustin Matata Mpogno. Enfin, il a accepté de se présenter devant la justice, mais lui aussi demande, il veut quitter le pays, alors qu'il est rentré pour affronter la justice. Il y a un peu de contradiction, alors qu'il criait toujours qu'il est innocent. S'il veut quitter le pays, c'est pour une raison. S'il était rentré au pays, c'était pour une raison non plus. Je ne pense pas, je ne dénote pas dans la volonté de ces citoyens, la volonté de se souscrire à la justice, mais simplement, nous parlons des procédures. Moi, je ne suis pas son avocat, je n'ai aucun intérêt à le défendre ou pas. Mais ce que je dis, il n'est même plus au FCC. Mais ce que je dis, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Un ancien du FCC, voilà. Un ancien du FCC. Ce que je dis, à mon humble avis, c'est que la règle commune doit être la même pour tous. Matata Mpogno, c'est l'une des seules personnes qui a eu 5 réquisitoires du procureur général. Alors qu'il y a des anciens ministres, des anciens responsables dans ce pays qui ont des rapports de l'IGF pendant, qui ont des affaires de justice pendant, et la justice ne s'en occupe pas. Vous savez, ce que nous disons, c'est que le vote au pays, dans notre pays, est sociologique. Et que c'est tout à fait normal que ceux qui se reconnaissent en Matata Mpogno pensent à un certain acharnement. Tout comme ceux qui, aujourd'hui, pensent que Vital Kamerhe a été condamné de manière irrégulière ou pas. Bon, moi, je ne rentre pas dans le sujet, mais c'est quand même normal que ceux qui se reconnaissent en lui le pensent. Donc, ne donnons pas l'impression que la justice est sélective et qu'elle veut écarter ou bien résoudre au silence ceux qui ne sont pas avec l'Union Sacrée. Quelle est votre lecture aujourd'hui du manque de consensus dans la procédure de désignation du président de la CENI? Notre lecture, elle est simple. C'est que nous pensons que la loi organique qui organise la CENI porte en elle-même les germes de cette impasse-là. Cette loi aurait dû rassembler, mais elle nous divise, malheureusement. Comment ça? Elle nous divise parce que elle consacre d'une certaine manière une sorte de caporalisation de la CENI par la majorité. C'est ce que nous ne voulons pas. Parce que nous pensons que le principal enjeu des élections de 2023, c'est la transparence. On peut critiquer les élections organisées par Kabila en 2006, en 2011 et en 2018, mais ils avaient leur enjeu et ces élections, même si on peut critiquer leur transparence, etc., ont répondu à leurs enjeux. Nous sortions en 2006 d'une période de dictature. Il fallait élire pour la première fois notre président de la République. Nous l'avons fait. C'était ça l'enjeu. En 2011, il fallait vérifier la solidité institutionnelle. Nous l'avons fait. En 2018, il fallait vérifier pour la première fois dans l'histoire de ce pays un changement à la tête de l'État de manière pacifique et démocratique, c'est-à-dire un ancien président qui quitte le pouvoir en faveur d'un nouveau président élu. Cela a été fait. En 2018, les Congolais qui ont goûté à cette liberté pendant ces 3 cycles électoraux en redemandent plus. Ils veulent être sûrs que le choix qu'ils feront en 2023, ce sera le choix que le président de la future CENI, le futur président de la CENI, va annoncer, même si ce n'est pas le président Félix, qu'il ait le courage au moins de l'annoncer. Si c'est lui, bien sûr, naturellement, il le fera. Voilà le véritable enjeu des élections de 2023. Maintenant, ce que nous disons au centre, c'est que il faut refaire la loi pour gagner le consensus ou même l'unanimité sur les règles. La procédure à zéro. Refaire la loi. Nous demandons qu'il faut refaire la loi pour intégrer 2 notions. La première notion, c'est qu'il faut arrêter cette histoire de désignation du président de la CENI par les confessions religieuses. Nous disons non à cela parce qu'il a été prouvé que même la société civile elle-même n'est pas 100% apolitique. Il y a quand même des influences politiques. Ce que nous proposons, c'est que les influences politiques se retrouvent à la CENI, à l'intérieur de la CENI, c'est-à-dire chaque composante envoie des délégués, et ces délégués vont élire le bureau au sein même de la CENI, c'est-à-dire ils vont élire le président, son premier vice-président, etc. Ça nous garantit, à notre avis, ça nous garantit une neutralisation des influences politiques au sein de la CENI. Deuxièmement, il faudra rendre cette gestion de la CENI plutôt collégiale en réduisant le pouvoir du président pour qu'il ne soit pas le seul à dire le dernier mot au niveau du bureau
de la CENI. Voilà ce que nous proposons. Maintenant, si la majorité estime que c'est la majorité et qu'elle ne peut pas reculer, étant donné que le président de la République a déjà promulgué la loi, nous pensons que la solution la plus simple pour garantir, ce que d'ailleurs c'est ce que le président de la République disait lorsqu'il réunissait les membres de l'Union sacrée, c'est qu'il faut, comme il disait, je le cite, qu'il y ait des élections où on n'aura pas une litanie de participants à la Cour constitutionnelle pour contester et que des élections où tous les libres démocratiques, où tout le monde a la même lecture des résultats. C'est donc ce que nous demandons aujourd'hui, qu'il y ait un consensus, c'est-à-dire des pourparlers avec les différentes parties prenantes pour trouver un consensus et que nous puissions avancer. Permettez-moi. En un mot, parce qu'on est presque à la fin, mais il y a 2-3 petites questions. Oui. Vous pouvez finir votre idée? Oui, permettez-moi quand même de dire ceci, parce que nous avons suivi avec beaucoup d'indignation les propos du président de l'Assemblée nationale, qui disait, c'est une contre-vérité d'ailleurs, que dans le passé, il y a eu des formations politiques qui n'ont pas participé aux élections et que ça n'avait pas bloqué les élections. C'est vrai ce qu'il dit, excusez-moi, mais simplement c'est mal placé, c'est pas le contexte dans lequel nous sommes. Voyez-vous, en 2006, la CEI, à l'époque, la loi exigeait qu'il y ait des composantes du gouvernement. Il y en avait 8 à l'époque. Le gouvernement, le MLC, le RCD, l'opposition politique, les forces vives de l'opposition, le RCDN et le RCDML. Tout le monde, à l'époque, avait envoyé des délégués. C'était une exigence légale. Aujourd'hui, nous dénonçons la démarche du président de l'Assemblée nationale qui est en train de débaucher des membres du FCC à titre individuel. Est-ce que vous avez des preuves? À titre individuel. Vous avez des preuves? Nous dénonçons ces faits. Ce ne sont pas des accusations. Excusez-nous, nous dénonçons cela parce que nous pensons que les structures de l'opposition sont formelles et elles doivent être saisies en tant que telles et non pas des individus qui iraient nous représenter à la CENI sans avoir de mandat. Docteur Mwamba, vous avez des preuves? Nous le dénonçons, madame, parce que nous pensons que cette façon de faire les choses ne s'inscrit pas dans la vision du président de la République. Aujourd'hui, les confessions religieuses viennent encore d'avoir que 72 heures pour trouver un consensus, mais de l'autre côté, là où c'est intéressant, on voit les CC et la SENCO qui disent ne pas participer aux travaux de la commission paritaire, mais entre-temps, il y a également la plateforme Ensemble pour la République et qui réquise même que cette commission et elle traite donc ensemble plutôt traite cette commission d'être moins représentative. Est-ce que comment peut-on donc expliquer et justifier cette coïncidence? SENCO et CC ensemble pour la République. Bon, c'est une coïncidence. Vous savez, moi je ne peux pas interpréter la proximité temporelle de leur réaction, parce qu'il ne faut pas oublier qu'entre-temps, il y a aussi le FCC qui a refusé d'envoyer ses membres. Vous n'accuserez pas le FCC de connivence avec la SENCO. On n'accuse personne, on parle juste d'une coïncidence. Il y a FCC, il y a... Mais ce qui est vrai, disons la vérité, il y a quand même une crainte. D'un côté de la part de l'opposition, qui pense que le pouvoir serait dans une démarche de caporalisation de la CENI, et d'un côté le pouvoir qui craint aussi qu'il y ait des influences dans un certain nombre de... Il va donc endosser la responsabilité du glissement. Il n'y aura... Écoutez... Parce que les élections sont en 2023, il y a un calendrier électoral qui a été établi. Mais malheureusement, on est au-delà de ce calendrier concernant la désignation. A organisé les élections en 8 mois, en 2011. Il n'a pris que 8 mois. Nous sommes à plus de 30 mois des élections de 2023. Nous pensons que nous avons largement le temps. Mais s'il n'y a pas de consensus, c'est l'union sacrée qui portera le poids de toutes les conséquences qu'il y aura en 2023. Parce que le peuple congolais, je le dis ici, est friand et jaloux de sa liberté et qu'il tient à ce que les résultats qui seront annoncés en 2023 soient opposables à tous. Et si elle veut passer en force, elle portera seule cette responsabilité. Ça, c'est le regroupement politique Le Centre qui le dit. C'est l'union sacrée qui va porter la responsabilité. S'il y a glissement, nous sommes pratiquement arrivés à la fin. Est-ce que vous avez oublié quelque chose? Je vous remercie, Madame Kambaja, pour votre invitation. Merci beaucoup pour m'avoir donné l'occasion de participer à cette prestigieuse émission. Merci. Merci également à vous d'être venu et d'avoir accepté
de décortiquer l'actualité de la semaine dans Info 7. Merci beaucoup. Madame, Messieurs, nous l'avons toujours dit, Info 7, votre magazine. Info 7, le magazine de Congo Web, bien sûr. Info 7, notre magazine. Merci de rester fidèles et merci à toute l'équipe technique de ce magazine. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro, mais surtout n'oubliez pas de nous faire toujours parvenir vos questions, vos réactions, mais aussi de manifester la volonté de participer dans cette émission qui est la vôtre. Au revoir.